Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle discussion en ligne de la Fabrique des Savoirs. Alors pour rappel, la Fabrique des Savoirs, c'est une action de culture scientifique et technique et industrielle qui est portée par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et également l'université Gustave Eiffel. Alors ce soir, nous avons aussi quatre villes partenaires, j'allais oublier, Ponto-Combo, Torcy, Champs-sur-Marne et Chelles. Ce soir, le sujet qui nous intéresse toutes et tous, c'est l'électricité, une énergie à partager. Il y a un certain nombre de questionnements sur lesquels on va revenir parce que c'est à l'origine de notre consommation. Quelles sont les sources qui sont à l'origine de notre consommation? Pourquoi? Est-ce qu'on a une production suffisante pour nos besoins? Aujourd'hui, c'est une problématique très importante. Et puis nos factures d'électricité aussi. On verra à la fin, est-ce qu'elles vont continuer à augmenter? Alors, il y a Vivien qui nous a rejoint pour discuter avec nous. Vivien Molinengo, qui travaille donc à RTE, le réseau électrique de transport électrique français, et il est responsable d'affaires publiques en Île-de-France. Donc c'est un spécialiste, un expert, et on va revenir sur un certain nombre de points avec un principe très clair. On a un temps d'échange avec Vivien, donc on discute ensemble, et puis après, on a un chat avec les publics, avec vous, pour essayer de répondre à vos questions. Et là, c'est Claire qui est à l'écran, qui anime ce chat, qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, alors je pense que c'est assez simple pour tout le monde et qu'on est tous habitués à utiliser ce genre d'outils. Mais donc, vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de cliquer sur le chat et sur les questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat qui sera plutôt réservé aux soucis techniques. Donc, si vous entendez mal un intervenant, s'il y a des coupures, vous pouvez le mentionner dans la partie chat et sinon posez vos questions du côté de questions. Éventuellement, je mettrai vos questions en attente pour les poser au moment où les sujets seront abordés dans le déroulé. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas dans tous les cas. Merci beaucoup Claire. Je voulais aussi remercier deux personnes, c'est Stéphanie et Samia, qui sont à la technique pour nous aider aujourd'hui. Elles font partie de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Alors cet échange, il est en 5 parties. Dans un premier temps, on va essayer de présenter un petit peu RTE, ses missions, ses actions et puis aussi ses engagements, hein. Ça, c'est très important. Dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre la gestion de la chaîne de transport d'énergie, des contraintes, comment est-ce qu'on peut anticiper dans le contexte. Et puis après, on fera un tour d'horizon des productions électriques, des pourcentages des différentes sources, et puis bien sûr des apports éventuellement extérieurs qu'on peut avoir dans un contexte de crise énergétique qui sera notre quatrième temps. Là, comment est-ce qu'on s'approvisionne aujourd'hui? Comment est-ce qu'on joue sur les reports de mode? Et puis comment est-ce qu'on fait sur l'avenir? Et ça, l'avenir, ce sera notre cinquième temps avec Vivien pour savoir comment est-ce qu'on peut pas le prédire, mais l'anticiper et puis voir comment on peut travailler sur ce qu'on sait qui risque d'arriver, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prospective habituellement. Alors le premier moment, effectivement, c'est de présenter tout simplement RTE, son rôle et ses activités, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc RTE, nous sommes le réseau de transport d'électricité. Donc on est le gestionnaire du réseau d'électricité à haute et très haute tension en France, donc de 63 000 volts à 400 000 volts. Alors sur ce schéma, ce que vous voyez, ce sont les chemins de l'électricité. De façon très générale, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça, on a de la production, des centrales qui produisent de l'électricité, par exemple des centrales nucléaires, des grands barrages, des centrales thermiques, et ces centrales, elles injectent l'électricité dans le réseau de transport d'électricité. Ça, c'est le premier maillon, en fait. Exactement. Et ce réseau de transport d'électricité, eh bien, lui, il va mettre en relation les zones de production avec les zones de consommation en acheminant cette électricité jusqu'à un autre réseau, qui est le réseau de distribution. Et ce réseau de distribution, il est géré par un autre opérateur que RTE, et c'est ce réseau de distribution qui va ensuite acheminer l'électricité jusqu'à nos prises électriques. Merci Ça, c'est beaucoup. le chemin de l'électricité un peu classique, un peu simpliste, mais qui en réalité est plus complexe que ça, et pour deux raisons principalement. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, RTE va alimenter directement un certain nombre de grands consommateurs électriques en France. Ça va être des sites industriels, gros consommateurs, par exemple en matière de chimie lourde, de sidérurgie, d'aciérie, de papeterie. Ce sont aussi de plus en plus les data centers. On a en Ile-de-France une vraie dynamique d'implantation de data centers. Et effectivement, ces data centers, pour les plus gros, eh bien, ils sont très consommateurs d'électricité et donc ils se raccordent directement au réseau de transport d'électricité. Si on se projette un peu sur les années à venir, on pourra avoir à l'avenir des électrolyseurs qui sont des sites industriels qui produiront de l'hydrogène en combinant de l'électricité et de l'eau.
Donc, première raison qui fait que ces chemins d'électricité sont plus complexes, c'est qu'effectivement, nous-mêmes, le réseau de transport d'électricité, on va alimenter directement certains grands consommateurs sans passer par l'intermédiaire du réseau de distribution. Et la deuxième raison qui explique que ces chemins d'électricité sont plus complexes, eh bien, c'est qu'avec le développement des énergies renouvelables, on a des parcs de production qui peuvent être de taille plus réduite que ceux qu'on avait l'habitude d'avoir en France, de taille plus réduite que, par exemple, nos centrales nucléaires ou nos grands barrages. Et en fait, ces parcs de production d'électricité de plus petite taille, eh bien, ils vont pouvoir se raccorder directement sur le réseau de distribution sans passer par l'intermédiaire du réseau de transport. Alors, ça ne veut pas dire que le réseau de transport ne raccorde pas des parcs de production renouvelables. Et si on pense, par exemple, aux grands parcs d'éolien en mer qui sont en train de se développer en France, notamment au large de la Normandie ou au large de la Bretagne, eh bien, on est sur des parcs de grande capacité et qui, du coup, se raccordent directement au réseau de transport d'électricité. Peut-être un mot sur l'émission. Je peux intervenir, Vivien, pour qu'on ait bien compris cette notion de chaîne, c'est tout l'acheminement en fait que vous portez. Et quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans ce cadre-là? Alors, les contraintes, elles vont être de plusieurs ordres et le sujet est déjà très vaste pour une introduction de ce Oui, webinaire. juste un point ou deux pour qu'on puisse rentrer dans le concret. Oui, alors, d'ores et déjà, ce qu'on peut évoquer, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est effectivement d'être en capacité d'anticiper quels seront les besoins à l'avenir. C'est tout le sens du travail de prospective qu'on réalise pour voir comment à l'avenir la consommation d'électricité est amenée à évoluer, comment la production d'électricité est amenée à évoluer en conséquence pour répondre à ces besoins de consommation, et donc comment le réseau de transport d'électricité lui-même est appelé à évoluer. Ça, c'est un premier enjeu pour nous, mais on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Et un deuxième enjeu qu'on peut mentionner, même si là aussi on aura sans doute l'occasion d'y revenir, c'est qu'avec le développement des énergies renouvelables qui tendent à prendre une place plus importante dans nos mix électriques, et cela va se renforcer dans les décennies à venir, eh bien, on est sur des sources de production d'électricité que l'on qualifie, vous avez sans doute entendu parler de ces termes, parfois de variables ou d'intermittentes, et qui sont donc des sources de production d'électricité qui dépendent plus fortement de la météo que nos anciennes centrales, comme les centrales nucléaires notamment. Et donc, il y a un enjeu effectivement pour penser l'intégration de ces sites de production. Mais on y reviendra sans doute. On va y revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un cadre de mission d'intérêt général. Et alors, comment est-ce que dans ce cadre-là, vous êtes amené à intervenir pour conseiller ou appuyer des décideurs publics? Oui. Alors, RTE, en fait, on a 3 grandes missions. Et donc, je vais en arriver à votre question, mais c'est important de rappeler que la première mission de RTE sur ces 3 missions, c'est celle déjà d'entretenir et de développer ce réseau de transport d'électricité, cette infrastructure. Cette infrastructure, aujourd'hui, c'est 106 000 kilomètres de lignes électriques aériennes et souterraines. Ce sont des pylônes, ce sont aussi, par exemple, des postes électriques. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'aujourd'hui, en France, une commune sur 2 est concernée par un ouvrage du réseau de transport d'électricité. C'est donc une infrastructure qui est très présente, très ancrée dans nos territoires. Et on verra comment on se projette sur notamment le renouvellement de cette infrastructure qui s'est notamment développée dans la seconde partie du XXe siècle. La seconde mission de RTE, je vais passer rapidement, c'est à côté de l'infrastructure, la gestion du système électrique. Comment assurer à tout instant l'équilibre entre la production et la consommation. Ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois dans le contexte hivernal, quand on se posait la question de savoir si nous aurions suffisamment d'électricité pour répondre à d'éventuels points de consommation. Et notre troisième mission, et c'est celle que vous évoquiez, c'est celle effectivement d'éclairer les débats publics, d'éclairer la décision publique sur des sujets thématiques, mais aussi sur les grandes évolutions de l'énergie et de l'électricité en France. C'est donc par exemple le sens d'une étude qu'on a pu publier sur l'électromobilité, le développement des véhicules électriques et l'intégration de cette électromobilité dans le système électrique. On va y revenir également. Exactement, mais c'est aussi le sens sur l'introduction. Ouais. C'est juste, c'était aussi le sens de l'étude qu'on a publiée, et elle est importante, c'est pour ça que je voulais la mentionner d'ores et déjà, même si on y reviendra, l'étude qu'on a publiée le 25 octobre 2021, Futur énergétique 2050. Cette étude, c'est une étude prospective qui dessine des voies possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On y reviendra, mais ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que cette étude, elle a été réalisée suite à une saisine du gouvernement. Le gouvernement a saisi RTE pour que RTE travaille sur cette étude, et on voit qu'on est complètement dans cette posture finalement d'accompagnement et d'éclaireur des décisions publiques.
Alors, dernier point de cette introduction qui est très générale, hein, mais c'est un peu le but du jeu, c'est pas facile. C'est aussi votre engagement sur les questions d'environnement. Parce qu'on se dit, bah, finalement, est-ce que ça impacte le milieu, vos installations, le paysage, la biodiversité? Et comment est-ce qu'on peut implanter des nouvelles lignes aujourd'hui? C'est quoi votre démarche sur ce point-là, justement par rapport aux missions de service public? Oui, alors il y a la question environnementale, il y a la question de la relation avec les territoires aussi, hein. Quand on parle de l'implantation de nouvelles lignes, l'engagement environnemental de RTE, il est maintenant assez ancien, puisque dès les années 2000, donc la décennie où RTE a été créée, hein, en se séparant effectivement d'EDF, eh bien, dès les années 2000, il y a de premiers engagements environnementaux qui ont été pris, des partenariats qui ont été passés avec des grands acteurs de l'environnement, comme par exemple la Ligue de protection des oiseaux, pour travailler sur le sujet de la collision entre les oiseaux et les lignes électriques, comment identifier les zones à enjeu, comment équiper les lignes électriques de dispositifs qui permettent de maîtriser, de réduire, voire d'éviter ce risque de collision. C'est le sens du travail qu'on fait aussi avec d'autres acteurs, comme par exemple les gestionnaires d'espaces naturels, avec lesquels on va travailler pour voir comment adapter nos activités, nos modes opératoires, notamment quand on intervient pour entretenir la végétation et éviter d'avoir des impacts effectivement sur le milieu. Juste un mot important, l'environnement terrestre, c'est l'environnement, j'allais dire, le plus naturel pour RTE, puisque quand on parle de ces 106 000 km de lignes, ben on est effectivement sur des lignes qui sont en milieu rural, en partie aussi en milieu urbain, en milieu forestier, mais donc dans un environnement terrestre. Sauf qu'aujourd'hui, avec le développement des énergies marines renouvelables, et donc notamment ces parcs éoliens en mer, mais aussi avec le développement des interconnexions en mer, eh bien, il y a un nouvel environnement qui est à appréhender, qui est cet environnement marin. Et donc, sur ce sujet, aujourd'hui, on travaille avec des centres de recherche pour faire de la recherche et développement sur les effets de On y nos reviendra, travaux, mais aussi on de nos reviendra. ouvrages sur la biodiversité marine. L'idée étant toujours, c'est ce qu'on peut retenir, d'être dans cette logique d'éviter en priorité d'avoir des impacts et si on en a, de les réduire effectivement pour bien prendre en compte l'environnement. Peut-être un tout dernier mot, si vous me le permettez, sur ce sujet de l'engagement de RTE sur les sujets environnementaux pour vous dire que l'entreprise est certifiée ISO 14001. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ISO 14001? C'est une norme internationale qui permet à une entreprise de se doter de ce qu'on appelle un système de management de l'environnement. Et ça, c'est important parce que ce système de management de l'environnement, c'est en fait une organisation interne qui est portée au plus haut niveau chez nous et par laquelle eh bien, RTE va s'attacher à étudier ses effets sur l'environnement, va s'attacher à identifier des actions pour réduire effectivement ces effets sur l'environnement et va s'attacher à mettre en œuvre des actions d'amélioration continue. Et donc, à ce titre, en fait, on est audité de façon régulière par un organisme indépendant. Et ce système de management de l'environnement, je ne vais pas plus le présenter, mais c'est hyper important parce que c'est vraiment, en fait, toute une entreprise qui se met en place autour de cette organisation pour intégrer vraiment la prise en compte de l'environnement dans ses activités et dans ses projets. Merci d'avoir brossé ce tableau. Alors, on voit qu'il y a plein de questions qu'on va développer par la suite, qu'on a essayé de pas trop déflorer, mais en même temps, c'est une problématique qui est passionnante. Donc, si on essaye de comprendre maintenant, dans notre temps 2, la gestion de la chaîne, c'est votre métier et donc justement, vous devez non seulement le gérer, mais l'anticiper. Alors, si on devait dans un premier temps, résumer un peu ce fonctionnement, des lieux de production qu'on a vus sur la carte tout à l'heure, jusqu'au consommateur. Comment est-ce que vous pourriez, en quelques phrases, nous résumer ce que ça veut dire concrètement et ce que ça implique? En fait, c'est tout à fait ce qui apparaissait sur le chemin de l'électricité que je dessinais en fait en introduction, hein. C'est cette chaîne où on passe effectivement de la production au transport et ensuite à la distribution pour voilà, venir alimenter effectivement les consommateurs avec les subtilités hein, que j'évoquais. Un point important que je n'ai pas précisé, mais dont j'en profite, je vous le disais, on a aujourd'hui des parcs d'énergie renouvelable qui, quand ils sont de petite capacité, se raccordent directement au réseau de distribution. Mais ça, ce n'est pas sans impact néanmoins pour le réseau de transport qui est en amont, hein, vous l'avez compris, de ce réseau de distribution. Parce que, pour dire les choses très simplement, si dans une zone, on a beaucoup d'énergie renouvelable, par exemple du photovoltaïque, qui produit à plein régime parce qu'on a de bonnes conditions d'ensoleillement, eh bien, localement, on aura peut-être plus de production que les besoins locaux. Et donc, cette production en plus, eh bien, elle pourra remonter dans le réseau de transport d'électricité qui ensuite l'orientera vers des zones en France ou d'ailleurs à l'étranger, où on pourrait avoir au même moment des besoins pour répondre à la consommation.
Mais sinon, voilà, sur le fonctionnement et l'imbrication de ces différents niveaux, voilà, je reste là à ce stade hein, sur ce chemin, ces chemins de l'électricité que j'ai décrits et qui montrent assez bien finalement cet enchaînement de production, transport et distribution. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de connaître les niveaux d'investissement. C'est-à-dire quand vous allez, quand vous créez un réseau, enfin vous avez hérité d'un réseau EDF, hein, c'est ça? National. Comment est-ce que par rapport à ça, on peut se dire: «Bah, là, il y a des constructions, je dois les entretenir» et comment est-ce que je fais ce travail-là et je développe en même temps le réseau? Oui, alors ça, c'est un point extrêmement important puisqu'effectivement, le réseau aujourd'hui qu'entretient et qu'exploite RTE, il est en partie hérité de la seconde moitié du XXe siècle, Mmh. qui est une période où les réseaux se sont fortement développés en lien avec l'augmentation de la consommation, c'était notamment les 30 glorieuses, en lien aussi avec le développement du parc électronucléaire qui a été décidé dans le cadre du plan Mesmer, qui visait à donner à la France son indépendance énergétique dans un contexte de crise énergétique avec les chocs pétroliers notamment. Et donc, on comprend qu'on a un réseau qui, en partie en tout cas, a déjà plusieurs décennies et qui, du coup, atteint finalement sa durée de vie. D'où cet enjeu, effectivement, d'entretenir et de renouveler ce réseau. Il faut bien avoir en tête, avant de vous donner les ordres de grandeur, que l'entretien de ce réseau, il est absolument indispensable parce qu'aujourd'hui, on dépend en fait de ce réseau, bien sûr, pour la qualité de l'électricité dont on dispose. Et si on se concentre sur l'Île-de-France, un chiffre que j'aime à rappeler parce qu'il est important, je pense, pour saisir l'importance de ce réseau, c'est que la région Île-de-France, elle produit 5% de l'électricité qu'elle consomme. Dit autrement, c'est une région qui importe 95% de son électricité. Cette électricité, elle l'importe par l'intermédiaire du réseau de transport d'électricité depuis d'autres régions. Donc on comprend bien qu'il y a un véritable enjeu à maintenir ce réseau existant en bon état pour qu'il rende finalement le service qui est attendu. Alors après, sur votre question finalement de la répartition des différents postes d'investissement, en 2019, RTE a publié ce qu'on appelle le schéma décennal de développement du réseau. Ce document, c'est un document qui est hyper structurant pour nous, que finalement, il vise à identifier les grands postes d'investissement, en l'occurrence sur les 15 années à venir, hein, à l'horizon 2035, en fonction bien, effectivement des différents besoins qu'on anticipe, en fonction aussi de l'évolution de la transition énergétique à l'œuvre en France. Et donc, pour résumer, hein, en faisant des gros paquets, on avait en gros 40% de nos dépenses quand on se projette à l'horizon 2035 qui concernent ce qu'on appelle l'adaptation du réseau, c'est-à-dire la création de nouvelles lignes, le raccordement de nouveaux producteurs, en excluant ici le raccordement des énergies marines renouvelables. Alors On a 24%, un quart à peu près, c'est le renouvellement du réseau existant. Donc on voit que ce renouvellement, c'est une part quand même assez conséquente hein, de nos investissements, y compris effectivement quand on le compare à la part dédiée à l'adaptation des réseaux. Et puis, ce que vous pouvez retenir, c'est le dernier grand chiffre, c'est une vingtaine de pourcents pour le raccordement des énergies marines renouvelables, qui est effectivement un poste d'investissement important parce qu'on est aussi sur un parc de production qui va se développer assez fortement dans les décennies qui viennent. Le reste, ce sont des investissements dédiés notamment à la numérisation du réseau ou aux interconnexions. merci. Pour rebondir, parce qu'il faut qu'on garde un petit peu notre rythme Bien sûr. d'échange, on a pas mal de choses à traiter. Il y a la question de la flexibilité aussi du réseau de transport, surtout par rapport aux contraintes qu'on connaît actuellement. Est-ce que là-dessus, vous avez des leviers? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour avoir un réseau plus flexible? Et puis comment agir pour demain dans ce domaine-là? Oui. Alors là aussi, c'est un vaste sujet. Par flexibilité, on entend en fait toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre ou tous les leviers dont on dispose pour répondre, alors effectivement, à des pointes de consommation un petit peu extraordinaires, par exemple sur une vague de froid en contexte hivernal, pour gérer aussi un réseau, un système électrique qui, demain, va accorder hein, une place accrue aux énergies renouvelables avec un fonctionnement plus variable que les centrales que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ces leviers de flexibilité, sans être exhaustifs, ils sont variés. On parle souvent des batteries, effectivement, pour stocker l'électricité. On sait qu'aujourd'hui, ça reste encore difficile de stocker de grands volumes d'électricité avec des batteries et sur des durées longues. Ça ne veut pas dire que RTE ne s'y intéresse pas. On a d'ailleurs mis en place un démonstrateur hein, sur notre réseau avec 3 ensembles de batteries qui permettent de tester finalement le fonctionnement de ces batteries et leur intégration dans notre système électrique. On a des leviers qui vont prendre la forme de ces centrales d'appoint, comme on les appelle, qui sont des centrales auxquelles on va faire appel pour répondre à des besoins ponctuels de consommation. Donc aujourd'hui, ces centrales, elles sont plutôt carbonées, hein, elles utilisent du gaz notamment. Et quand on se projette sur les décennies à venir, on imagine des centrales d'appoint décarbonées qui, par exemple, utiliseraient de l'hydrogène, alors pas l'hydrogène très, très majoritairement carboné qu'on connaît aujourd'hui, mais de l'hydrogène bas carbone
produit par électrolyse de l'eau. Et puis, ce qu'on peut mentionner, encore une fois, hein, sans être exhaustif, ce sont tous les leviers qui relèvent plutôt de nos pratiques de consommation. On en a beaucoup parlé hein, ces derniers mois avec ces appels aux éco-gestes et à la sobriété, qui consistaient à réduire de façon structurelle les consommations, à les lisser aussi dans le temps en décalant certaines consommations en dehors des moments de plus forte consommation. Effectivement, on est sur un levier de flexibilité, mais c'est la même logique quand on réfléchit eh bien, au pilotage des véhicules électriques. Dans un univers où on aurait plus de véhicules électriques, il y aurait un vrai intérêt à piloter la recharge de ces véhicules pour éviter effectivement que tous les véhicules électriques se rechargent en même temps, qu'ils créent une pointe de consommation qui potentiellement pourrait venir s'ajouter à notre pointe de consommation traditionnelle de la fin de journée, et donc plutôt lisser dans le temps ces consommations. Voilà. Je ne suis pas exhaustif sur ces flexibilités, mais ça fait partie de ces différents leviers qui peuvent exister. On va essayer d'aborder les points dans le détail un peu plus par la suite. Mais là, pour connaître un petit peu le contexte, les contraintes qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on perd, par exemple, de l'énergie en ligne? Voilà. Est-ce qu'il y a des pertes d'énergie ou est-ce qu'il y a des questions de sécurité? Pour qu'on comprenne bien les problématiques dans lesquelles vous êtes, structurelles et professionnelles. Oui, alors ce sont deux sujets différents. Hein, Oui, mais effectivement, c'est deux contraintes. le sujet des pertes, c'est en fait quand on parle des pertes, on parle de quelque chose qui est intrinsèquement lié en fait au fonctionnement du réseau électrique. Ces pertes, elles sont pour 80% d'entre elles liées à ce qu'on appelle l'effet Joule, c'est-à-dire de la création de chaleur lorsque les électrons transitent par nos lignes électriques et donc une énergie effectivement qui est perdue sous forme de chaleur. Cet effet Joule, il représente 80% hein, globalement du volume des pertes, et ces pertes, on les estime à 2 à 3% de l'électricité qui transite par nos lignes électriques. Du coup, bien sûr, c'est un sujet auquel on s'attelle pour voir comment hein, réduire ces pertes. Il y a différents leviers là aussi qui existent, et encore une fois, sans être exhaustif, il y a notamment des réflexions sur des nouveaux matériaux qui permettraient de limiter ces pertes. Il y a aussi des réflexions sur comment optimiser les transits électriques sur notre réseau pour effectivement que les électrons parcourent le chemin le plus court, ce qui minimise effectivement le risque de perte. Voilà pour l'enjeu des pertes. Sur l'enjeu de sécurité, qui est effectivement un enjeu auquel on tient énormément à RTE, donc là, on est vraiment sur cet enjeu de maintien de distance de sécurité entre nos ouvrages électriques et des tiers ou les engins, typiquement des engins agricoles ou des engins de chantier qu'ils pourraient utiliser. Donc, en deux mots, hein, on a effectivement de la réglementation, le code du travail notamment, qui impose des distances d'éloignement pour des personnes qui interviendraient à proximité de nos lignes électriques. On a un arrêté technique qui fixe aussi des distances d'éloignement à respecter, minimales, hein, entre nos lignes électriques et les tiers ou des constructions, des bâtiments qui se développeraient autour. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact direct pour qu'il y ait effectivement un risque électrique. D'où l'importance de maintenir ces distances d'éloignement. Et puis surtout, on a un gros travail de sensibilisation qui est mené avec les acteurs du BTP, avec les acteurs de la profession agricole, avec les fédérations de pêche, avec des fédérations de pratique du vol, par exemple le parapente. Là aussi, pour alerter hein, sur ce et pour sensibiliser à ce risque électrique et éviter bien sûr des accidents qui pourraient survenir. Ce travail de sensibilisation, il est extrêmement important, en particulier dans un contexte aussi où on a des travaux, alors des travaux réalisés par des entreprises tierces, hein, mais dans un environnement urbain très dense comme ça peut être le cas en Île-de-France, et où effectivement on peut avoir des risques d'endommagement en dépit des différentes procédures qui existent pour éviter effectivement ces risques-là. Donc voilà, la sensibilisation, c'est vraiment un sujet extrêmement important en matière de sécurité des tiers. Merci beaucoup. Alors là, on va rentrer effectivement sur la suite, hein. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on peut anticiper la suite et notamment le développement à venir? Vous en avez parlé du véhicule électrique, hein, ou des véhicules électriques qui vont consommer beaucoup, hein, bien évidemment. Et puis aussi, les entreprises, hein, si on veut qu'il y ait des, relocalisations par exemple ou remettre de l'emploi, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez anticipé ces points-là? Alors, c'était tout à fait le but de l'étude que j'ai mentionnée, Futur énergétique 2050. Cette étude prospective qui se projetait à l'horizon 2050 en lien avec l'objectif de neutralité carbone. Alors, en un mot sur la neutralité carbone, mais pour qu'on ait tous en tête ce dont on parle, la neutralité carbone, ça veut dire qu'en 2050, la France ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ceux que le territoire français est en mesure d'absorber via les puits naturels de carbone, les écosystèmes, les forêts, les prairies, par exemple.
via aussi éventuellement des dispositifs techniques pour faire de la capture, du stockage de CO2. La France s'est donné cet objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour l'atteindre, ça implique deux choses. Ça implique déjà de réduire très fortement nos consommations d'énergie, toute énergie confondue, et ce, de 40% à l'horizon 2050, et notamment en travaillant sur l'efficacité énergétique, en particulier sur la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est la première condition. Et la seconde condition, eh bien, ça veut dire qu'il faut effectivement sortir des énergies fossiles et les remplacer par des sources d'énergie qui soient moins polluantes, moins émettrices de gaz à effet de serre. Et c'est là que l'électricité a tout son rôle à jouer, avec ce qu'on appelle l'électrification des usages, et c'est ce qui apparaît sur ce graphique. L'électrification des usages, ça veut dire remplacer le recours à des combustibles fossiles par de l'électricité bas carbone. Typiquement, quand on parle de la mobilité, ça veut dire ne plus utiliser des carburants fossiles dans nos véhicules, mais utiliser de l'électricité bas carbone. Dans l'industrie, ça veut dire électrifier les processus industriels quand cela est possible. Dans nos bâtiments, ça veut dire développer le chauffage électrique. Et donc, tous ces éléments conduisent, quand on se projette à l'horizon 2050, conduisent vers une augmentation de la consommation d'électricité de l'ordre de 35% dans notre scénario de référence. Et cette augmentation, elle serait plus forte en cas de politique de réindustrialisation profonde menée par la France. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, ça, c'est vraiment un point important qu'il faut avoir à l'esprit. Aujourd'hui, quand on se projette sur l'horizon 2050 et cet objectif de neutralité carbone, eh bien, on s'attend à cette augmentation de la consommation d'électricité, mais qui est légitime en ce qu'elle permet justement de sortir des énergies fossiles qui, aujourd'hui, on le sait, sont très fortement émettrices de gaz à effet de serre. Maintenant, et j'anticipe sur une question qui va sans doute arriver, la question, c'est de savoir comment faire évoluer le système électrique pour répondre justement à cette augmentation à venir de la consommation d'électricité. On va traiter ce point, mais on aimerait savoir du côté du public avec Claire si cet exposé a suscité des questions et quelles sont-elles? Voilà. Oui, alors il y a eu une question en particulier, il y a une partie des réponses entre-temps, mais je la pose quand même parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des précisions sur le rendement du réseau, sur la partie transport. Donc, Vivien, vous avez dit qu'il y avait 2 à 3 de pertes, mais peut-être c'est sur la partie du réseau que vous gérez haute tension. Est-ce qu'il y a aussi un rendement peut-être global, entre vraiment la zone de production et par exemple, le particulier avec sa consommation individuelle? Et petite chose que j'ai notée sur le graphique que vous venez de montrer, on voit il y avait une zone qui était perte, qui avait l'air beaucoup plus grosse que 2 à 3 Alors, il y a peut-être pas que ça dedans, mais du coup, ça m'interroge aussi sur cette partie, perte. Vivien? Alors, oui, alors je m'attendais à ce que le graphique revienne. Alors, sur le rendement général du réseau, déjà pour répondre à cette question, alors effectivement, moi, le chiffre que j'ai en tête, il concerne vraiment le réseau de transport d'électricité. Donc, ce chiffre de 2 à 3 qui est relativement constant. Et on voit que quand on se projette, sur cet horizon 2050, on voit qu'on reste sur des niveaux qui sont assez semblables à ceux qu'on connaît. Maintenant, quand on regarde cette bande, elle intègre effectivement les pertes. Elle intègre également un autre poste de consommation qui est l'énergie. Alors, j'ai plus le détail en tête de ce que ça recouvre, mais c'est plus large en fait que les pertes. C'est ce qui explique effectivement que cette bande soit plus large que les 2 à 3 que j'évoquais. Je pense que dans cette énergie, on a peut-être aussi effectivement des consommations qui vont être liées notamment à différents dispositifs, notamment peut-être nos postes électriques qui sont sur le réseau et qui eux-mêmes ont besoin d'être alimentés. Voilà, je réponds avec des précautions sur ce point parce que je n'ai plus le détail de cette bande, mais vraiment ce chiffre de 2 à 3 et je l'ai vérifié tout récemment, c'est bien celui effectivement qu'on affiche. Après, effectivement, sur ce différentiel par rapport à la bande, je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais c'est que cette bande est plus large effectivement que le seul enjeu des pertes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, Claire? Alors, je me permets d'ajouter une petite question pour moi. Quand on parle d'électrification de l'industrie, est-ce que vous pouvez donner un exemple sur, de quoi on parle concrètement? Alors, en fait, ça va être, on va parler de processus industriels qui aujourd'hui vont utiliser par exemple du gaz et qui demain utiliseront par exemple de l'électricité en remplacement. Donc après, on est vraiment sur des process industriels assez précis. Tous ne peuvent pas être électrifiés d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a ces débats aujourd'hui et ces réflexions sur comment l'hydrogène décarboné demain
pourrait permettre aussi de contribuer à la décarbonation de l'industrie. Parce que tous les process industriels ne se prêtent pas à une électrification. Mais voilà, c'est bien ça la logique derrière, c'est sortir de ces combustibles fossiles qui aujourd'hui émettent des gaz à effet de serre pour les remplacer par des productions à bas carbone. Donc effectivement, cette électricité ou par exemple cet hydrogène décarboné dans certains secteurs. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je mets les autres questions de côté pour la suite. Merci beaucoup. Donc, on va passer sur un tour d'horizon de la production d'électricité. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'électricité qui était pilotable ou pas pilotable, par exemple. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, mais on va commencer par donner quelques chiffres. Alors, la production d'électricité, c'est quel pourcentage renouvelable et non renouvelable en France? Alors, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui apparaît effectivement sur le graphique de gauche. Alors, ce sont les chiffres 2021. Je n'ai pas encore les chiffres 2022 consolidés. Ces chiffres, ils viennent de ce qu'on appelle notre bilan électrique annuel. J'en profite pour l'évoquer. Tous les ans, on réalise ce bilan électrique avec un site internet dédié qui permet d'aller chercher des informations sur comment fonctionne le système électrique, avec du coup un regard rétrospectif sur l'année qui s'est écoulée. Le bilan électrique 2022 n'a pas encore été publié. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui en France, la grosse partie quand même de l'électricité produite, elle vient du parc de production nucléaire. Alors ça ne doit pas nous surprendre, c'est vraiment l'héritage de cette politique qui a été menée dans les années 70-80 pour doter la France d'un parc électronucléaire important. On voit effectivement que l'hydraulique, avec les grands barrages notamment, occupe sur ces chiffres 2021 la seconde position. Et puis après, on a effectivement d'autres énergies qui arrivent, le thermique, l'éolien, le solaire. Maintenant, un des enjeux importants, c'est que ce parc de production nucléaire, qui on le voit est central dans notre mix électrique, eh bien, il va arriver dans les années à venir, dans les décennies à venir, il va arriver en fin de vie. Parce que ce parc de production il a été mis en service dans les années 70, 80, et donc on arrive effectivement à la fin de la durée de vie prévisionnelle de ces centrales, même s'il y a des travaux pour prolonger la durée de vie, des débats pour savoir jusqu'où on peut la prolonger. Et donc on s'attend effectivement dans les décennies plutôt à venir, à avoir ce qu'on appelle un effet falaise. L'effet falaise, c'est quoi? Ça veut dire que comme toutes ces centrales ont été mises en service dans une période de temps très resserrée, eh bien, on s'attend à ce qu'elles arrivent en fin de vie également dans une période très resserrée. Et donc, toute la question qui se pose quand on se projette sur 2050, c'est de savoir de quoi se constituera ce mix électrique de 2050 pour répondre à cette augmentation de la consommation d'électricité que j'évoquais précédemment. Ouais, sur le sujet, oui. notamment la partie renouvelable qui questionne beaucoup les populations. Peut-être Alors, faire un point là-dessus. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est encore une fois, j'en reviens à l'étude Futur énergétique 2050, et c'est vraiment elle qui donne le cap sur ces différents sujets. RTE, on ne l'a pas évoqué, mais on a une position de neutralité dans le système électrique. Dans vos fameuses missions que nous avions évoquées au départ. Voilà, une position de neutralité, et donc aussi une position de neutralité vis-à-vis des différents types d'électricité et de production. Ça veut dire qu'on ne peut pas afficher une préférence pour tel ou tel type d'électricité et de type de production par principe. Et donc, dans notre étude Futur énergétique, on a produit 6 scénarios de mix électrique pour répondre à cette augmentation de 35%. Depuis un mix électrique 100% renouvelable en 2050 à un mix électrique avec une forte relance de programmes électronucléaires, avec 14 nouveaux EPR en 2050, quelques petits réacteurs modulaires. Ce qu'on peut retenir, sans rentrer dans le détail de ces 6 scénarios, c'est que dans tous les cas, il sera indispensable d'accélérer très fortement sur le développement des énergies renouvelables pour espérer atteindre la neutralité carbone, mais même avant ça, pour se mettre dans le bon rythme dès les années 2030 notamment. Oui, parce que Ça, excusez-moi, pour rebondir sur un certain nombre de points qu'on a déjà évoqués, et pour y répondre, ça veut dire qu'effectivement, si on veut consommer, si on veut produire, si on veut développer, même consommer autrement, il faudra tout de même de l'énergie. Donc la question n'est pas réglée pour autant. Il faut vraiment multiplier les sources selon vous et essayer de développer les choses les plus vertueuses possibles. Et alors, il faut effectivement augmenter la production d'électricité pour pouvoir répondre à cette augmentation de la consommation de 35%. Ça, effectivement, c'est évident.
Et donc, ensuite, on a effectivement plusieurs scénarios qui sont sur la table. Mais comme je le disais, développer fortement, très fortement et rapidement les énergies renouvelables, c'est indispensable puisque même dans notre scénario le plus nucléarisé, on serait à un mix électrique 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable. C'est-à-dire un mix qui accorderait une place plus grande qu'aujourd'hui aux énergies renouvelables. Et ça, c'est fondé sur aussi les retours d'expérience et les prévisions des acteurs de la filière nucléaire qui, lors de la concertation qui a été réalisée pour élaborer cette étude, nous ont dit que cette part de 50% du nucléaire, c'était le maximum technique qui était atteignable finalement en se projetant à l'horizon 2050. Comme on l'a vu et on va aussi y revenir, effectivement, si on veut développer d'autres choses comme le véhicule électrique ou relocaliser, etc., on sait bien qu'il va falloir, j'allais dire, les moyens de nos ambitions. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, on va aussi le développer par la suite, c'est d'avoir un état des lieux, et vous êtes là pour ça. Et vous avez une application numérique qui nous permet d'avoir la conso type d'énergie en temps réel. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, cette application, donc Eco2Mix, c'est un site internet, c'est aussi une application mobile. Et en deux mots, c'est effectivement un outil qui permet à chacun de s'informer, bien sûr, les différentes thématiques qui sont listées ici, sur nos niveaux de consommation d'électricité, sur l'état de la production d'électricité, sur les échanges aux frontières, avec aussi une approche par région. Si vous voulez, par exemple, vous concentrer sur la région Île-de-France et connaître le profil énergétique de la région Île-de-France, eh bien, c'est possible. Et ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que cet outil, il existe en version grand public pour avoir quelques données un peu clés, mais il existe aussi en version experte avec beaucoup, beaucoup de données qui sont déversées par RTE dans cette application. Donc, c'est vrai que c'est une mine d'informations. Quand on est curieux sur ces sujets, ça permet vraiment d'en savoir plus sur le fonctionnement du système électrique. Et c'est de ce point de vue-là une application qui est assez complémentaire de ce bilan électrique annuel que j'évoquais, qui, lui, a l'intérêt de montrer cette approche rétrospective et synthétique sur ce qu'il s'est passé durant l'année écoulée. Et est-ce qu'elle est utilisée par des simples citoyens, par des entreprises? Qui est-ce qui utilise, vous savez, cet outil? Alors, précisément, je ne pourrais pas vous donner voilà, la répartition collectivité, citoyen, entreprise. En tout cas, nous, c'est une application dont on fait la promotion parce qu'on considère que c'est un outil très utile pour comprendre ce qu'est le système électrique et comment il fonctionne, pour comprendre quelle est la situation aussi du système électrique aujourd'hui. Typiquement, le chiffre de 5% que j'évoquais pour la région Île-de-France, c'est souvent un chiffre qui surprend. On n'a pas toujours conscience que la région Île-de-France dépend autant d'autres régions pour son alimentation électrique, par exemple. Et c'est extrêmement important, en fait, d'expliquer ce qu'il y a derrière le système électrique, quels sont ses enjeux, parce que c'est vrai qu'on a souvent une focalisation, on l'a vu, et notamment lors d'échéances électorales passées, une focalisation nucléaire contre énergie renouvelable, par exemple, mais qui occulte assez d'autres enjeux, qui occulte déjà la part aujourd'hui de l'électricité dans la consommation d'énergie française, parce que c'est vrai qu'en se concentrant finalement sur pour ou contre le nucléaire ou pour ou contre les énergies renouvelables, on a parfois tendance à occulter la part aujourd'hui majoritaire de consommation qui sont satisfaites par des énergies fossiles. Or, c'est un vrai enjeu environnemental et économique. Donc voilà, c'est vraiment une approche de pédagogie. Excusez-moi, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu les aspects techniques. Et on se rend compte qu'effectivement, certaines énergies sont plus pilotables que d'autres. C'est parce que ça, c'est aussi technique et pratique. Alors, on pourrait parler de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire. Est-ce que ça a un effet sur votre travail d'acheminement, de transport d'énergie? Oui, absolument, parce qu'effectivement, un système qui accorde une place accrue aux énergies renouvelables, dont le fonctionnement dépend des conditions météorologiques, et on voit bien que c'est ce vers quoi on va tendre dans tous les cas lorsqu'on se projette à l'horizon 2050, eh bien, c'est un système qui est plus difficile effectivement à gérer parce qu'il y a cette plus grande variabilité de la production. Sur ce sujet, on a publié une étude, toujours dans cette posture d'éclaireur, une étude avec l'Agence internationale de l'énergie, qui a étudié la faisabilité d'un mix électrique 100% énergie renouvelable et qui effectivement confirmait cette faisabilité en posant différentes conditions. Dans notre étude Futur énergétique 2050, on a aussi eu cette approche et globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que plus on a d'énergie renouvelable dans notre mix de production, plus on a besoin de développer les réseaux électriques, transport comme distribution. Et ça s'explique assez simplement par le fait qu'on aurait plus de parcs de production qui se raccorderaient directement au réseau de distribution, comme je l'évoquais, mais ça s'explique aussi par le fait que
quand on fait du nouveau nucléaire, si on en fait, eh bien, on aurait une approche où ce nouveau nucléaire viendrait se mettre sur des sites existants qui sont déjà dotés en infrastructure électrique. Et donc, forcément, on aurait moins de besoin d'électricité que dans le cas d'énergie renouvelable. Et puis, en plus, effectivement, avec les énergies renouvelables, on aurait une production moins centralisée et plus répartie sur le territoire. Donc, ça, c'est la première conséquence. Plus d'énergie renouvelable, c'est plus de besoins en réseau électrique. C'est un point important. Et c'est aussi plus de besoins en flexibilité, cette flexibilité que j'évoquais précédemment et qui permettent justement de gérer cette variabilité de la production électrique. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a effectivement des pics de consommation, parce qu'on peut dire, voilà, comment faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut développer un certain type d'énergie par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y aurait des parcs demain à créer? Qu'est-ce qu'on pourrait créer pour répondre à ces problématiques actuelles, en somme, qui sont peut-être pas complètement pourvues? Alors, la problématique actuelle est celle qu'on a connue, en particulier cet automne-hiver. Elle s'explique par un contexte très particulier. C'est, vous le savez, des niveaux de disponibilité qui ont été historiquement bas du côté de la production nucléaire, du fait d'un certain nombre d'opérations de maintenance courante, aussi des maintenances plus exceptionnelles. On était aussi dans une situation où, du fait de la sécheresse, le niveau de nos barrages était lui-même très faible en sortie d'été, ce qui posait effectivement des interrogations sur la contribution de ces énergies à l'équilibre entre la production et la consommation. Et puis, il y avait effectivement la guerre en Ukraine qui faisait peser des incertitudes sur les approvisionnements en gaz et donc derrière sur le bon fonctionnement de centrales électriques qui produisent de l'électricité à partir de gaz en Europe occidentale de façon plus générale. Donc, c'est vrai que la situation était assez particulière. Maintenant, comme je vous le disais, si on veut atteindre la neutralité carbone, et c'est vraiment le cap que s'est donné la France, on aura dans tous les cas ce besoin de développer très fortement les énergies renouvelables, éventuellement effectivement avec du nouveau nucléaire. Et donc derrière, ça veut dire qu'il faut penser la transformation du système électrique, pas simplement dans sa composante production, mais également dans sa composante réseau et dans sa composante flexibilité, et notamment en agissant par exemple sur la consommation. J'allais vous poser la question, c'est-à-dire qu'en fait, comme on est dans une échelle européenne, comme on le voit sur cette carte, on sait par exemple que parfois, on va faire des achats, j'allais dire, dans d'autres pays. Alors, ça pose un problème d'abord économique, parce que voilà, c'est un achat. Et puis, ça pose aussi un problème de quel type d'énergie on peut acheter. Si on achète du charbon, c'est pas extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous donner quelle lisibilité on a sur ce qu'on fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce qu'on consomme, en fait? Oui. Alors, déjà, j'en profite juste pour dire que ces interconnexions, effectivement, si vous voulez vous informer là aussi sur leur fonctionnement, l'application économique, ce qu'on évoquait, ou le bilan électrique vous apporteront effectivement des informations très utiles. Effectivement, les réseaux électriques sont interconnectés à l'échelle européenne. On a une cinquantaine d'interconnexions aux frontières françaises qui permettent effectivement des imports, des exports d'électricité avec un intérêt, c'est celui de tirer parti de la complémentarité de nos mix de production, mais aussi de nos façons de consommer. Dans un système où on a de plus en plus d'énergie renouvelable, j'y reviens, eh bien, tous les pays ne vont pas produire de l'électricité de la même façon et dans les mêmes volumes à tout instant de la journée. On va par exemple avoir un pays qui, à un moment donné, va produire beaucoup d'électricité, alors que peut-être un autre pays va moins en produire parce que les conditions météorologiques seront moins favorables. Et donc, dans cette optique-là, les réseaux, les interconnexions, ont cette vertu de permettre effectivement d'exporter depuis le pays qui va peut-être trop produire pour sa consommation vers le pays qui lui-même aura des besoins. Ça, c'est l'aspect plutôt production, mais ces interconnexions elles peuvent aussi avoir des vertus en mutualisant des façons de consommer différentes. En Europe, on ne fonctionne pas tous sur les mêmes modes de vie, sur les mêmes horaires. Nous-mêmes, Français, on ne vit pas de la même façon et sur les mêmes rythmes que nos voisins britanniques ou espagnols, par exemple. Et donc, on n'a pas forcément des pointes de consommation au même moment dans une journée. Et donc, là aussi, ces interconnexions, elles vont permettre finalement de tirer parti de la complémentarité de ces différentes façons de consommer. Peut-être juste deux mots très rapides. N'oublions pas, effectivement, on entend souvent dire que on apporte effectivement notamment de l'électricité produite par du charbon avec derrière effectivement un enjeu environnemental, et c'est vrai, effectivement, mais n'oublions pas que les pays de l'Union européenne sont tous engagés dans cette transition bas carbone. Et donc effectivement, quand on se projette sur les décennies à venir, eh bien, on peut raisonnablement s'attendre à ce que des sources de production bas carbone remplacent effectivement ces sources qui aujourd'hui sont carbonées. Et puis le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que ces interconnexions
voilà, on entend parfois dire que la France ne devrait plus être interconnectée. N'oublions pas que cet automne et cet hiver, si on n'avait pas été interconnectés, on aurait manqué d'électricité en France, puisque alors que la France, ces dernières années, était traditionnellement exportatrice d'électricité, la situation en 2022 s'est inversée pour les raisons que j'évoquais précédemment et cette faible disponibilité en particulier du parc de production nucléaire. Merci Vivien. On va peut-être passer un peu la parole au public parce que ça pose plein de questions et je pense que Claire va nous en donner quelques-unes. Alors, il y avait une question qui a été posée dès le début, mais voilà, qui concerne plus ce qu'on a abordé là, concernant les coupures de courant. Savoir si on en aurait prochainement, parce qu'effectivement, dans les médias, on a beaucoup entendu avant Noël, et puis là, on avait l'impression d'un discours peut-être plus rassurant, je trouve, depuis le mois de janvier. Est-ce que, voilà, vous avez déjà donné des pistes, mais qu'est-ce qui fait, par exemple, que depuis un mois et demi, le discours se veut plus rassurant? Est-ce que c'est une réalité ou voilà. Alors, c'est effectivement une réalité et c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que dans ce contexte automne-hiver, on a un peu tout entendu dans les médias, dans des déclarations politiques. Nous, RTE, on a eu une approche et elle est intéressante par rapport à ce qu'on évoquait aussi en introduction sur notre rôle d'éclaireur. On a eu une approche très objectivée où dès le mois de septembre, on a publié un rapport sur nos prévisions pour l'automne et l'hiver 2022-2023 avec cette question de savoir si nous aurions suffisamment d'électricité pour répondre à des pointes de consommation. Et donc, on a objectivé effectivement ce risque. Et en fait, ces prévisions, on les a actualisées mensuellement. Et l'intérêt de ces actualisations mensuelles, c'était de pouvoir intégrer les paramètres les plus à jour du côté de la météo, bien sûr, parce que la météo est un facteur extrêmement important en hiver, notamment parce que chaque degré de moins a un impact très fort sur les consommations d'électricité à la hausse, mais pour intégrer aussi les évolutions du côté de la production, notamment le re-remplissage des stocks hydrauliques, l'évolution des travaux, des opérations de maintenance sur le parc nucléaire. Et effectivement, sur la fin d'année, c'était notre analyse de novembre, on s'inquiétait un petit peu pour le mois de janvier parce qu'on sentait que peut-être on était susceptible d'avoir moins de parcs nucléaires que ce qu'on pouvait imaginer sur le mois de janvier. C'était l'alerte, effectivement, qu'on avait posée côté RTE, tout en même temps soulignant qu'il y avait aussi des effets assez observables sur la consommation à la baisse, on pourrait y revenir, qui du coup détendaient la situation sur le système électrique. Maintenant, si aujourd'hui les discours sont plus rassurants, c'est parce que dans notre analyse actualisée de janvier, finalement, on a vu que cette baisse de la consommation, elle s'était confirmée. De mémoire, on est sur une baisse de 8,5% sur les 4 dernières semaines. On est sur un parc de production nucléaire qui finalement est dans des niveaux de disponibilité qui sont satisfaisants par rapport à l'enjeu. On est sur des stocks hydrauliques qui se sont bien remplis effectivement tout au long de l'automne. Et puis, on est sur des stocks de gaz qui eux-mêmes sont très bien remplis. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque, effectivement, pour l'hiver, parce que l'hiver est encore long. Malgré tout, on n'est qu'en janvier, il y a encore le mois de février notamment à passer. Mais effectivement, ce niveau de risque, on l'a abaissé à un niveau de risque modéré. Et on va rester dans cette logique d'actualisation mensuelle de nos études. Parce que voilà, c'est important tous les mois de faire le point et de donner la vision la plus claire, précise et précise possible de l'état de la situation. Et voilà, dans un contexte où on entend parfois beaucoup de choses dans les médias ou dans les discours politiques, moi, mon conseil, c'est de vous référer aux publications mensuelles de RTE sur notre site, parce que c'est là que vous aurez la vision, pour le coup, et c'est normal, c'est notre mission, la plus précise et objective possible de la situation. Claire, il y a d'autres questions? Non, ce sera tout pour cette partie. Bon, on va pouvoir continuer parce que justement, la question de la crise énergétique, elle interroge. Et comme vous le dites, on n'a pas forcément toujours les données, la compétence, la connaissance, mais aussi, ça peut être un peu anxiogène parce que d'un côté, on a des productions qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et puis de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut anticiper cette consommation? Parce que ça veut dire qu'il faut connaître, par exemple, sa temporalité. Euh, Comment est-ce que vous, même avec votre taux de bulletin, par exemple, vous arrivez à vous positionner par rapport à ça? Alors, une première approche pour RTE, et ça fait partie de nos missions, c'est de publier ce qu'on appelle les bilans prévisionnels. Ces bilans prévisionnels, ce sont des documents qui donnent à voir comment va évoluer la consommation d'électricité dans les années à venir. Donc en 2019, on en a publié un qui donnait des éclairages sur l'évolution de la consommation d'électricité à l'horizon 2030, par exemple. Finalement, dans Futur énergétique 2050, quand on donne ces indications sur l'évolution de la consommation à l'horizon 2050, on est aussi un peu dans cette approche, même si Futur énergétique est beaucoup plus vaste, effectivement, que cette approche de bilan prévisionnel.
Ensuite, il y a effectivement ces études qu'on publie, et notamment à l'entrée dans la séquence automne-hiver, là aussi pour éclairer sur l'état de la situation dans les mois à venir. Ça, c'est plutôt sur cet aspect qui consiste à donner finalement une vision de l'enjeu et de l'évolution attendue de la consommation. Et c'est important parce que derrière, ça permet effectivement de préparer les actions nécessaires pour répondre à cette évolution. Et ensuite, dans ce rôle d'équilibre entre production et consommation, qui est de la responsabilité de RTE. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement complexe, mais ce que vous pouvez avoir en tête, c'est qu'on a différents pas de temps jusqu'au jour J. Et en fait, sur ces différents pas de temps, RTE va travailler avec différents acteurs et notamment ce qu'on appelle des responsables d'équilibre pour garantir en fait que cette adéquation se fasse entre la consommation et la production. Là, on est vraiment sur l'aspect gestion du système électrique. C'est quelque chose qui fonctionne bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, une électricité qui est de qualité. Voilà, là, on est plutôt sur l'aspect gestion du système électrique. Donc, voilà, on peut mentionner ces deux approches. L'approche plutôt étude, mais qui est importante parce que c'est celle qui permet aussi de se préparer. Et si on a publié dès le mois de septembre nos prévisions pour l'automne-hiver, c'était aussi pour permettre à tous les acteurs de se mobiliser et notamment autour des sujets de sobriété. Et puis, on a Oui, l'approche plus exploitation du système électrique. on va y arriver sur la sobriété. Parce qu'on a deux choses. On a d'une part des incitations qui peuvent être faites par l'État, notamment aux entreprises, et des injonctions même, parfois plus fortes sur la question de la sobriété. Alors, est-ce que ça entraîne vraiment des grosses baisses de consommation et sur deux plans, le plan entreprise et du côté citoyen? Est-ce que vous avez une visibilité sur ce que ça change pour vous et justement ce que vous aviez prévu? Alors, ça a effectivement une vraie influence quand on parle de cet équilibre entre production et consommation. Et on a observé des effets réels sur la consommation et à la baisse ces dernières semaines. Toutes les semaines, d'ailleurs, on publie un bulletin sur l'évolution de la consommation. Et ces 4 dernières semaines, de mémoire, on était sur une diminution de 8,5% de la consommation d'électricité par rapport à la même période aux mêmes semaines sur la période 2014-2019 de mémoire. On s'arrête en 2019 puisqu'ensuite on est rentré dans la crise sanitaire qui était un peu particulière au niveau des consommations. Donc ça, on voit qu'il y a une vraie baisse de la consommation qui est structurelle et qui, alors c'est toute la difficulté après, il faut réussir à l'interpréter, cette baisse de la consommation. On l'a d'abord observé chez les acteurs industriels et on peut clairement penser effectivement qu'il y a eu un effet prix. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, on le sait, des usines qui ont tourné au ralenti, voire à l'arrêt. Et ça, ce n'est pas effectivement une bonne nouvelle pour l'activité économique française. Et donc, on peut effectivement espérer que cette activité économique et industrielle reprenne un rythme normal. Mais de plus en plus, ces effets, on les observe aussi dans les secteurs résidentiels, dans les secteurs tertiaires, avec effectivement des collectivités qui se mobilisent autour de ces éco-gestes pour réduire l'éclairage public, pour l'adapter, pour agir sur le chauffage dans leur bâtiment, par exemple. On sent aussi on le voit, aujourd'hui des particuliers qui se mobilisent aussi autour de ces sujets, en lien avec la campagne assez ambitieuse qu'on a menée autour du dispositif EcoWatt. Alors effectivement, ça reste difficile à ce stade de faire la part entre une sobriété qu'on pourrait qualifier de subie, liée effectivement à l'évolution des prix, et une sobriété qui serait plus choisie, plus désirée, plus désirable. Aujourd'hui, on n'a pas effectivement cette vision précise. En tout cas, nous, ce qu'on constate côté RTE, parce qu'on a des échanges avec des entreprises et des collectivités, c'est quand même qu'il y a une vraie mobilisation aujourd'hui de ces acteurs autour de la sobriété et qui comprennent que cette mobilisation, elle a un vrai intérêt, effectivement, dans la conjoncture particulière qu'on connaît, mais aussi sur le plus long terme. Et j'en reviens toujours, mais c'est un cap important aussi par rapport à l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone. Donc voilà, on sent quand même qu'il s'est passé cet automne et cet hiver quelque chose sur la sobriété. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être de faire durer aussi cette sobriété dans le temps pour produire des effets qui seront bénéfiques d'un point de vue environnemental notamment. J'ai deux questions à vous poser, notamment sur la santé de l'économie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir jouer une relance si on est dans un contexte de ce type? Et par ailleurs, quand vous parlez de la transition, quelle perspective ça nous donne du côté, nous, citoyens et consommateurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça va impliquer? Et sur les projets et sur le quotidien des citoyens et citoyennes. Alors, oui. Alors, sur l'activité économique, ce qu'on peut avoir en tête, voilà, c'est effectivement ce qui apparaît ici, c'est que si je reviens à mon augmentation de la consommation d'électricité de plus 35% que j'évoquais, cette augmentation, quand on se projette en 2050, elle serait plus marquée dans le cas où la France mènerait une politique de réindustrialisation profonde.
avec notamment la volonté de relocaliser de l'industrie dans des secteurs stratégiques comme la santé ou la chimie, par exemple. On arriverait sur une augmentation de plus 60% de la consommation d'électricité. Ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que derrière, il faut que la transformation du système électrique, du côté de la production, des réseaux et des flexibilités, eh bien, elles suivent pour répondre à cette augmentation de plus 60%. Maintenant, ça peut effectivement être un choix qui est fait notamment pour redynamiser effectivement l'économie française, et c'est un choix qui peut avoir sa pertinence aussi d'un point de vue environnemental, parce que finalement, on produirait en France des biens avec un mix électrique qui serait décarboné, des biens qui aujourd'hui sont produits dans des pays où les mix électriques sont plus fortement carbonés, et à ces émissions s'ajouteraient aussi celles liées au transport de ces biens. Donc, vouloir relocaliser de l'industrie, faire de la réindustrialisation en profondeur, effectivement, c'est un enjeu du point de vue de la transformation du système électrique. Par contre, ça peut être vertueux, et notamment d'un point de vue environnemental. Ce que je Sur veux les quand même particuliers, oui, sur les particuliers, qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui? C'est très important parce qu'en fait, on n'a pas de vision du devenir, en fait, à ce stade, à titre individuel. Oui, alors, bon, la question est large, mais pour nous, citoyens, ça veut dire effectivement qu'on va déjà voir, effectivement, dans les décennies qui viennent, notre système électrique, finalement, se transformer en profondeur. On évoquait, c'était en tout début d'introduction, le sujet de l'environnement. Il y a aussi le sujet de l'intégration de tous ces ouvrages dans les territoires. On sait qu'aujourd'hui, on ne fait plus des lignes électriques ou des centrales de la même façon qu'on les faisait dans les années 70 ou 80. Les réglementations ont évolué, se sont renforcées notamment sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de participation du public. Il y a aujourd'hui une appétence plus forte sur la démocratie participative, et c'est très bien, mais du coup, ça effectivement implique de réfléchir à comment associer plus fortement ces parties prenantes, ces citoyens, à cette transformation de très grande ampleur du système électrique. Ça, c'est un vrai enjeu, parce que finalement, aujourd'hui, quand on y pense, les centrales de production, même nos lignes électriques, au fond, on ne les voit pas tant que ça et on n'y pense pas tant que ça en réalité. Les lignes électriques, on en voit beaucoup quand on prend le train. Moi, je les vois plus depuis que je travaille chez RTE, mais je pense qu'il y a une déformation professionnelle. Mais c'est vrai que les centrales, finalement, nos centrales nucléaires notamment, elles étaient localisées en des points assez précis. Par contre, dans un contexte où on aurait plus d'énergie renouvelable, c'est forcément une électricité qui va aussi devenir plus visible dans les territoires. Et donc ça implique aussi de réfléchir à comment travailler avec les collectivités, avec les habitants du territoire, pour les associer à ces projets et qu'ils eux-mêmes, finalement, soient embarqués dans cette transformation de très grande ampleur, que ce ne soit pas quelque chose d'uniquement descendant. De toute façon, je pense, et ça c'est ma conviction, que ça ne marchera pas si c'est uniquement descendant. On voit bien qu'aujourd'hui, cette transformation électrique, c'est quelque chose qui se joue de plus en plus à la maille des territoires. Et donc derrière, ça veut dire renforcer ce dialogue avec le territoire et déjà sensibiliser, effectivement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est très bien, sur ces enjeux de la transformation du système électrique. Une question, parce que vous êtes un spécialiste et on sait que dans l'histoire, il y a eu des périodes de récession. Et quelle est l'analyse qu'on peut avoir de ces périodes? Alors, je crois qu'il vous a un petit souci technique. Voilà, ça va mieux comme ça. Ça me laisse le temps de finir ma question. Là, si on prend juste un enseignement, dans les autres périodes compliquées, historiquement, sur l'énergie, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Est-ce qu'il y a quelque chose à en apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans l'histoire, dans la connaissance que vous avez, pour aménager les choses actuellement? Alors, la question est difficile. Euh, alors, on peut se souvenir qu'il y a quelques années, on a connu quand même des baisses de consommation d'électricité en France à l'occasion de la crise sanitaire. Ça, c'est vrai qu'on peut s'en souvenir. Alors, c'était très conjoncturel, mais ça a été assez marquant parce qu'on était effectivement sur des décennies d'augmentation de la consommation d'électricité, puis de stagnation. Moi, sans remonter très très loin dans l'histoire, en fait, j'ai envie de revenir sur la séquence qu'on vient de traverser et qu'on finit de traverser sur l'automne et l'hiver 2022-2023. Parce que finalement, on n'a jamais autant parlé de sobriété qu'en ce moment. C'est un thème qui a vraiment été mis sous les feux des projecteurs, hein, cette sobriété. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à faire vivre cette sobriété au-delà de cette séquence conjoncturelle qu'on traverse et qui effectivement est une séquence difficile. Parce que cette sobriété, alors effectivement, hein, elle implique des changements dans nos façons de consommer, dans nos façons d'habiter, dans nos façons de vivre. Donc c'est là aussi un sujet qui est complexe et qui nécessite sans doute d'avoir des vrais débats publics sur le sujet. Mais cette sobriété, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle peut être très bénéfique d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental,
pour faciliter aussi l'atteinte de cet objectif, j'y reviens toujours, mais de neutralité carbone en 2050. Moi, je crois que c'est l'un des enseignements vraiment importants qu'on peut retenir. Finalement, cet automne-hiver, on peut le voir comme un accélérateur de l'histoire. Parce qu'on s'est rendu compte que la sobriété, c'est un sujet qui s'est imposé et on a vu qu'un certain nombre d'acteurs que j'ai évoqués, eh bien, s'étaient vraiment lancés sur ce sujet de la sobriété. C'est aussi une séquence où on s'est rendu compte qu'on avait une dépendance quand même assez forte encore aujourd'hui aux énergies fossiles, avec derrière des conséquences économiques qui pouvaient être importantes. Et donc, je pense que cette séquence, ça peut être un accélérateur de l'histoire pour vraiment prendre le rythme et la mesure de cette ambition, elle est grande, de la neutralité carbone, avec le développement très important des sources de production décarbonées et cette sobriété qui peut avoir, encore une fois, un vrai intérêt à tout point de vue, en espérant effectivement qu'on puisse avoir aussi des débats apaisés sur cette sobriété qui, on le sait, est un thème qui peut être clivant. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions du côté de Claire, parce qu'on a été très bavard. Il n'y a pas eu de questions sur cette partie et comme je sais que vous n'êtes pas en avance, je vous laisse poursuivre. Voilà. Là, on va essayer de conclure très rapidement, parce que là, effectivement, on a un petit peu dépassé notre temps, mais c'était passionnant. La question au départ, c'est la facture d'électricité, est-ce que ça va continuer à augmenter? En quelques mots, Vivien. Alors, en quelques mots, euh, C'est possible. en quelques mots, c'est difficile. C'est difficile de répondre parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des marchés de l'électricité. On sait qu'ils ont été très critiqués, et notamment en lien avec deux phénomènes qui ont été observés ces derniers mois. C'est effectivement, je vais être très basique, hein, ici, l'augmentation des prix de l'électricité liée à l'augmentation des prix du gaz, avec effectivement, alors malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais un lien qui se fait entre le prix du gaz et le prix de l'électricité qui aujourd'hui est remis en question. Et donc ça remet assez fondamentalement en question le fonctionnement de nos marchés. Et le deuxième phénomène qu'on a observé, bah, c'est effectivement sur les marchés des acteurs qui ont eu tendance peut-être à surestimer le risque de défaillance du système électrique et donc à intégrer, on va dire, une prime de risque dans la formation des prix. C'est un sujet sur lequel RTE a alerté. Et donc, on sait qu'en ce moment, il y a des réformes importantes, enfin, il y a des discussions en tout cas pour réformer ce marché de l'électricité auquel RTE, comme d'autres acteurs d'ailleurs, contribuent. Maintenant, ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, le prix de l'électricité qui est formé sur les marchés n'est pas le prix de l'électricité que nous payons en tant que consommateurs, parce qu'il y a des étapes intermédiaires, notamment les tarifs réglementés, mais aussi, bien par exemple, des dispositifs protecteurs comme le bouclier tarifaire. Et donc, là où c'est difficile de répondre à votre question, c'est que finalement, nos factures, elles dépendent, on le voit, de ces dispositifs intermédiaires et donc aussi de leur pérennité dans le temps, notamment un dispositif comme le bouclier tarifaire, qui, s'il peut être protecteur d'ailleurs pour les consommateurs, n'est pas malgré tout sans incidence sur les comptes publics. Donc, se pose aussi derrière la question effectivement des répercussions de ce bouclier tarifaire à plus long terme sur, bien sûr, les Français. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il va y avoir effectivement cette réforme des marchés qui va être menée. Donc, on verra effectivement où elle nous amènera. On peut aussi se projeter encore une fois sur l'horizon 2050. Cette transformation de très grande ampleur du système électrique que j'évoquais, bien, elle aura un coût. Mais aujourd'hui, nous, RTE, et je vais être très rapide sur ce point, j'en suis navré, mais on estime que le coût de cette transformation, ben, finalement, c'est un coût qui reste maîtrisé et qui reste maîtrisé aussi quand on prend en compte que ce système électrique de la neutralité carbone, c'est un système électrique qui nous rendrait plus indépendants de ces énergies fossiles dont on dépend très fortement. Et on voit que le cours des énergies fossiles, eh bien, il peut aussi nous mettre en difficulté. Ça, plus tous les co-bénéfices environnementaux, voilà, nous, on estime côté RTE que ce coût de la transformation du système électrique, il est au final maîtrisé. Merci beaucoup. Donc en fait, vous avez des liens dans le chat pour les documents qui ont été montrés, parce que ça laisse le temps de les analyser. Un petit questionnaire d'évaluation pour que nous avancions collectivement avec vous. Juste vous préciser qu'on a un programme papier, voilà, je vous montre, de la Fabrique des Savoirs, voilà, avec tous nos événements. Vous avez également la possibilité de nous trouver sur notre site web. Pour vous rappeler qu'on a un prochain échange le 7 février à 19h sur les mathématiques. Les mathématiques dans les vaccins, c'est une vraie question, avec un lauréat de prix de thèse territoire 2022 de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et puis, d'abord remercier Vivien, parce que c'était un sujet complexe, il fallait tenir notre timing, et c'est pas évident. Claire pour le chat, Stéphanie et Samia sur la technique, et puis surtout nos publics. Merci pour votre écoute, vos questions, et puis donc, comme je vous l'ai dit, à très bientôt avec la Fabrique des Savoirs. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.